thème de l'exposition est né en fait d'un constat, d'un regard que nous avons eu, que nous avons tous, je pense, devant les nymphéas de Monet, quand on rentre pour la première fois dans ces deux grandes salles circulaires. Et ce constat, qu'on voit assez peu finalement dans la critique, ni de l'époque, ni aujourd'hui, ce constat est pourtant très simple, on n'y voit rien. On n'y voit rien, c'est peut-être un peu radical, c'est peut-être un peu provocateur. On voit beaucoup de choses. Ce qu'on devine avant tout, c'est des couleurs, des formes. On discerne une étendue aquatique, on discerne des formes de saules qui se détachent, d'arbres autour de cet étang des nymphéas, qui a été le motif pris par Monet. Mais finalement, tout est indistinct, tout est troublé. Rien n'est très défini dans cette peinture. Et dans la lignée du constat qu'on a fait devant les nymphéas de Monet, on a aussi constaté que c'était très difficile de définir le flou, puisque ça se définit avant tout en creux, en fait, en négatif, parce que ça n'est pas. Donc c'est ce qui n'est pas net, ce qui n'est pas défini, ce qui n'est pas distinct, ce qui n'est pas précis. Et en fait, ça se construit en opposition à une approche très cartésienne, finalement, qui voudrait enfermer les choses, les circonscrire. Mais pour retourner les choses, finalement, le flou, c'est aussi une manière de dépasser ça et de redonner une place centrale au regardeur. C'est vraiment cette idée d'un regard en acte que nous proposons dans cette exposition, qui est le regard des artistes, mais qui est aussi celui de ceux qui viennent contempler les œuvres. C'est une exposition dans laquelle nous espérons que les visiteurs, en déambulant dans les salles, apprennent des choses, comprennent des choses. Donc il y a une dimension didactique, une dimension historique importante. On peut, sans avoir la connaissance historique sur la période, sans avoir les repères chronologiques, appréhender quelque chose d'important. On fait confiance non seulement au regardeur, mais à l'artiste. Et c'est une des choses qui, nous l'espérons, peut sauter aux yeux dans cette exposition, c'est que nous avons un propos qui est déroulé en plusieurs sections. Nous avons plusieurs axes de lecture de cette esthétique du flou finalement, mais qu'on peut rebondir d'une œuvre à l'autre, qu'on peut regarder, et la scénographie le montre, on voit des jeux de regard, par transparence on peut passer d'une œuvre à la section suivante, deviner quelque chose, parce qu'il y a toujours cette idée de percevoir à moitié, de deviner avant de percevoir complètement. Et là, on voit bien qu'avec cet usage du flou, ça dépasse complètement les disciplines, parce qu'on a à la fois de la peinture, de la photographie, mais aussi de la sculpture, de la vidéo, jusqu'au design. C'est une vraie promenade qui vient donner une lecture différente des œuvres et qui vient interroger le flou comme une modalité d'expression artistique en soi. Ce qui, d'après l'ensemble des recherches qu'on a faites jusqu'à présent, n'avait jamais été exploré en tant que tel. Le principe, il va se retrouver tout au long de l'exposition, de faire dialoguer donc des artistes et des médiums de générations, de typologies différentes. Mais il y a quand même un parcours thématique avec 3 grandes facettes. Une première sur les questions de perception, donc qu'on a intitulé Aux frontières du visible, avec ce qui relève des conséquences de l'imagerie scientifique, de la perte de repères. Donc là, on a des œuvres aussi bien de Dov Alouche, qui est un photographe contemporain, qui nous représente des gaz à la surface du Soleil, une vision complètement fantasmée de la surface de Mars par Thomas Ruff, avec des radiographies prêtées par le Musée des Arts et Métiers. La deuxième partie de l'exposition, qu'on a intitulée L'érosion des certitudes, est davantage sur la dimension politique, avec des artistes majeurs tels que Boltanski, mais aussi Gérard Richter. Et puis, dans la dernière section qu'on a intitulée Éloge de l'indistinct, on est davantage sur la question de l'identité, avec cette figure de Francis Bacon, entre animalité et humanité, ou encore un miroir de Bertrand Lavier, qui est un miroir peint, dont le centre du miroir montre les traces du pinceau, donc viennent complètement brouiller le reflet, et renvoie au regardeur une vision altérée.
On pourrait dire que le lointain parent du flou, c'est le sfumato. Donc on remonte à la Renaissance, donc bien avant la période dont il est question dans l'exposition. Mais finalement, ce qui nous est apparu assez vite, c'est qu'il y avait quand même un tournant à la fin du 19e siècle. Et nous, ce qui nous a occupés aussi par rapport à la manière dont on a conçu le sujet, c'est le deuxième tournant de 1945. C'est vrai que les grands conflits ont généré tout un tas d'images qui sont devenues iconiques et qui ont un impact sur les consciences qui va au-delà. Et du coup, le rôle de l'artiste, c'est aussi d'être dans son temps, de s'emparer de ces images et d'en faire œuvre. Un ensemble d'artistes se sont intéressés aux limites même du représentable après la Seconde Guerre mondiale. Et parmi les artistes que nous montrons aujourd'hui dans cette exposition, nous voyons une certaine génération d'artistes qui a suivi l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, mais parfois qui reviennent sur ce sujet tellement difficile à appréhender aujourd'hui. Et on arrive à montrer dans cette exposition des œuvres qui sont des sortes de synthèses photographiques faites par exemple par Krzysztof Pruszkowski, qui est un photographe qui travaille par la synthèse de plusieurs photographies sur une image d'un mirador des camps de la mort et qui décide de pouvoir faire ce travail uniquement parce que c'est une photosynthèse, comme il le dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une image prise dans un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, mais une image qui met à distance ce qui est devenu, malgré elle, comme une icône de cette Seconde Guerre mondiale, comme un symbole de ces camps de la mort, et d'en faire quelque chose qui nous questionne sur ce flou, justement, de la représentation. Cet exemple en appelle bien d'autres dans l'exposition, qui permettent à l'artiste non seulement de prendre distance, mais surtout de poser question sur la possibilité de la représentation après la Shoah. Et ce sujet qui était crucial dans notre exposition, un des personnages centraux dans ce panthéon artistique, c'est Gerhard Richter, qui est un des premiers à avoir regardé la photographie comme un matériau à partir duquel se déclinait une nouvelle histoire de la peinture. On le retrouve dans ces photographies de Krzysztof Pruszkowski, on le retrouve dans des dessins de Bracha et Tinger qu'on montre aujourd'hui au musée. C'est une question qui finalement n'a cessé d'être actuelle, malheureusement, et c'est une question qu'on repose avec la série de guerres, de massacres qui ont pu avoir lieu tout au long de la seconde moitié du XXe et jusqu'à aujourd'hui, et que les artistes se posent quand une crise importante, quand une rupture historique est marquée. Et finalement, les représentations qu'on retrouve chez les photographes du 11 septembre sont, là encore, floues. Notre sujet, finalement, décaler un peu le champ en se posant la question d'une appréhension plus globale, ce qui serait une esthétique du flou, qui finalement dépasse largement le flou photographique. Moi, j'ai choisi assez naturellement et rapidement une œuvre d'Eva Nilsson qui est présentée dans l'exposition, qui est un grand format en mode portrait, qui a été en fait réalisée d'après une photographie de famille de l'artiste, une photographie qu'elle a retrouvée quand elle était plus jeune, qui la montre avec ses parents, et sa maman qui est au centre de l'image tient des jumelles. C'est une photographie de vacances très banale, mais ça m'a parlé à plus d'un titre, et notamment parce que, pour moi, le flou, la première chose qui m'est venue quand Claire m'en a parlé, c'était la question de la mémoire. Parce que si je me dis, je vois des images floues, souvent, c'est des images que je me remémore et qui, du coup, sont altérées par le temps, tout simplement. Et donc, elle travaille aussi sur cette dimension-là. C'est pas la seule dans l'exposition. Mais il y a cette dimension du temps, de la mémoire. Et techniquement, en fait, elle a rendu ça de manière à la fois très novatrice et très belle, je trouve. Elle a inventé une technique qui consiste à sérigraphier cette photographie, donc altérée, sur un voile d'organza, donc qui est ce tissu de soie très fin, très transparent. Et c'est ce tissu qui est tendu sur une toile qu'elle a peinte et qui, la toile, donne la couleur de l'image. Donc en fait, on a cette superposition, comme on a aussi la superposition des images qui viennent s'imprimer au fond de notre cerveau par rapport à des
des histoires vécues. Et finalement, c'est des images qui parlent à tous et qui font écho dans la même salle à tout un ensemble de photographies qui sont des photographies amateurs qui nous ont été prêtées par Sébastien Lifshitz, qui est cinéaste, très très grand collectionneur de photographies vernaculaires qui chine régulièrement dans les marchés aux puces et qui là aussi sont un peu les photographies rebuts, mises de côté, mais qui en fait dans les interstices du réel disent énormément de choses. Le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est celui d'une œuvre de Francis Bacon, qui est cette figure semi-animale, semi-humaine, qui est peinte par Francis Bacon au tout début de sa carrière, qui est une œuvre assez extraordinaire, un peu à part, et qu'il a réalisée à la fin des années 40 avec cette figure d'homme qui semble enfermé dans une cage qui est à moitié dessinée, donc quelque chose de plus évanescent, qui est rendu moins violent peut-être par l'acte même d'une peinture un peu plus fluide, un peu moins dessinée que ce qu'il a pu faire dans d'autres toiles, et avec une toile d'une expressivité extraordinaire, d'une grande violence dans la peinture et dans l'imagerie même, puisque on voit notamment ce visage qui semble se dissoudre dans le fond, avec le haut du crâne qui est presque disparaissant. Le fond et la figure semblent dialoguer, se dissoudre entre elles. Et cette toile, qui est dérangeante, pose beaucoup de questions sur la question de l'identité, sur la place de l'homme, bien sûr, dans la société, mais aussi dans le monde, son rapport à l'animalité, la question de la personne, de l'identité et du collectif.